Alors bonjour, merci, merci. Donc je suis très heureuse de cette opportunité de présenter la recherche que je dirige donc qui porte sur l'impact de la réalité externe sur la relation psychothérapeute-patient, donc sur toute la dimension transféro-contre-transférentielle et la question des réaménagements du cadre. Alors, à la base, donc c'est une recherche que je dirige, mais c'est essentiellement ma collègue qui était supposée être aujourd'hui là en train de présenter, mais qui a dû être, enfin, qui a dû partir partir au Liban pour quelques jours. euh, qui fait sa thèse sur cette recherche-là. Donc moi, je suis Maïssa El-Husseini, psychologue clinicienne, psychanalyste et maître de conférence à l'Université de Picardie-Jules Verne. Et je travaille en France depuis une dizaine d'années, mais j'ai travaillé avant au Liban pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé aussi dans les terrains euh, enfin, on va dire relativement variés, hein, que ce soit sur le plan culturel, donc à travers des missions, comme Alicia vient de le présenter, à travers des missions humanitaires dans des cultures euh, autres, mais aussi je fais référence à la euh, diversification de types de cliniques et de dispositifs dans lesquels on peut être amené à travailler. Notamment, moi, je l'ai vu surtout au Liban, puisque j'avais travaillé et en humanitaire, et en cabinet classique, et dans des institutions, ce qui donne quand même un aperçu assez intéressant sur les différentes manières d'accompagner les patients, et puis surtout euh, la différence au niveau de l'impact contre-transférentiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas impacté de la même manière par la clinique selon si on est en train de travailler sur les escaliers d'une cour d'école dans un camp de réfugiés délabrés, ou si on est dans notre cabinet, dans notre espace familier, ou encore dans une institution où on est quand même porté par l'institution. Alors, vous me diriez que dans un terrain humanitaire, il y a aussi le portage de l'institution, mais bon, ça, c'est une autre discussion. C'est pas la même chose, on va dire. Il y a beaucoup trop d'enjeux euh, euh, qui, euh, qui sont différents, on va dire. Et donc, pour contextualiser toujours un peu la recherche, euh, la réalité externe, l'intrusion de la réalité externe dans la relation et au niveau du cadre. C'est une question que on a pu se poser depuis assez longtemps dans certains contextes, comme au Liban, comme en Argentine, comme au Chili, euh, voilà. Et ça, on le voit dans les théories psychanalytiques qui viennent un peu de ces contextes culturels-là. Hein, la réflexion psychanalytique argentine est nettement sur certains points très différentes de l'élaboration, enfin de la théorisation psychanalytique en France. Et ça, c'est beaucoup en lien avec bah, le métacadre, avec ce que Kayes a appelé le métacadre. Je ne vais pas à chaque fois préciser les références théoriques. Vous me dites si vous voulez ensuite avoir une précision. Là, je précise métacadre, je fais référence à Kayes, mais peut-être que j'utiliserai des concepts sans nécessairement à chaque fois préciser les auteurs. Euh, Donc, dans le contexte de la crise Covid, cette question de l'intrusion de la réalité externe a commencé à avoir de plus en plus de place dans la réflexion théorique clinique en France. Hein. On était dans une réalité qui impliquait un peu toute la terre entière et essentiellement, pour revenir à la France, ça a été un contexte qui a euh, quelque part questionner frontalement certaines positions théoriques. Et donc, qui dit questionne les positions théoriques, ça questionne aussi le travail du clinicien, puisqu'on est finalement en travail, comme l'avait précisé parfaitement Alicia, on travaille aussi avec ce qu'on a comme outils théoriques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces outils théoriques ne nous préparent pas vraiment à, à ce contexte-là? Donc, à tous ces changements, tous ces remaniements qui sont en lien avec la réalité externe. Euh, et donc, à partir de tous ces questionnements,
mes collègues et moi-même avons décidé donc de mettre, je dirais, enfin, je ne suis pas à l'épreuve, mais en tout cas, poser ces questions-là dans le cadre d'une recherche, et donc d'une recherche qualitative qui se fasse intéresser au vécu des psychothérapeutes face à ces changements qui ont intervenu dans la réalité externe. Les changements au niveau du métacadre et son intrusion dans le dispositif, ainsi que son potentiel traumatique, mais créatif aussi. Hein. Euh, et donc, ce projet est né d'interrogations cliniques de notre pratique psychothérapeutique et des aménagements que nous avons été forcés de mettre en place suite à cette crise, notamment la distanciation du patient, la nécessité à un moment donné, il a été indispensable, enfin on était obligé de suspendre notre activité clinique au tout début de la crise Covid, crise Covid du confinement. Il y a ceux qui ont arrêté de travailler avant de mettre en place le travail à distance, ceux qui ont tout de suite pensé aux téléconsultations parce qu'ils en avaient l'habitude avant, hein, qui avaient déjà fait l'expérience de ça avant. Euh, et donc, nous nous sommes intéressés à ces questions-là, pas que en France. L'idée, c'était comme le Liban passait déjà par de multiples crises qui touchent au métacadre, qui impactent le travail thérapeutique directement, mais c'était des crises d'ordre sociopolitique, hein, et sociopolitique, économique. Ensuite, il y a eu le Covid et puis l'explosion du 4 août 2020, je pense. Et puis, pareil, au Brésil, ils étaient confrontés au régime de Bolsonaro, et c'est comme ça qu'il s'appelle, Bolsonaro? Ouais, je pense. Et, euh, et donc, tout ce que ça a mis dans la société comme tension, comme clivage. Pareil aussi aux États-Unis avec Trump. En France, il y avait quand même la crise, je dirais, au niveau du métacadre et de la dimension sociopolitique. Il y avait tout le mouvement des Gilets jaunes, mais je sais pas, je pense que c'est selon les régions, on a senti ou pas, je dirais, l'impact de ces mouvements sociaux, mais ce qui était le plus apparent et puis ce qui fédérer le plus de monde, c'était que c'est le Covid qui a surtout impacté le travail. Et donc, voilà rapidement le plan. Donc, ces interrogations, comme je viens de vous le dire, bon, ça j'ai dit un peu autrement, donc qui ont pu émerger de nos pratiques, et donc ça émerge différemment selon le contexte, ce qui va dans le sens de l'intrication de la théorie, de la façon de travailler, de penser la clinique, et avec le cadre dans lequel, le contexte dans lequel on vit. Donc, cette recherche, c'est une recherche internationale en collaboration avec des universités françaises comme Paris 5, Paris 10, l'Université de Picardie Jules Verne, l'INSERM, ainsi que donc l'Université de Sao Paulo au Brésil, l'Université Saint-Joseph au Liban. Et donc, le recrutement des participants à cette recherche aussi est varié et riche. Donc, le but, l'objectif de la recherche étant donc d'explorer cet impact de la réalité traumatogène collective sur le déroulement de la thérapie et le cadre thérapeutique. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on est dans une approche qualitative qui s'appuie sur l'analyse phénoménologique interprétative. On a pu recruter jusqu'à présent une quarantaine de participants. Donc, on a au moins 40 entretiens très riches venant de différents pays, comme vous le voyez, donc France, Liban, Italie, les États-Unis, le Portugal et le Brésil. Les critères d'inclusion étant essentiellement d'être thérapeute, donc soit psychologue, soit psychanalyste, soit psychiatre, et qui ont continué à exercer pendant la crise Covid.
Le guide d'entretien a été développé, comme j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, à partir de la revue de la littérature sur ces thématiques-là. Et donc, ça explore les différents axes que vous voyez affichés sur le slide. Tout ce qui porte sur l'impact de la pandémie et le confinement sur les participants, donc leur expérience vécue de cette crise-là, comment ils ont senti, comment ils ont vu l'impact de cette crise sur leur travail, sur leur mouvement contre-transférentiel, et puis voilà, quelles sont les ouvertures qui se profilent pour eux après cette expérience. Trois thèmes ont émergé, des résultats préliminaires, parce que là, on n'a pas fini l'analyse de tous les entretiens. Hein, on a analysé, je dirais, euh, oui, une quinzaine d'entretiens. Donc, c'est pour ça qu'on parle de résultats préliminaires. Ça va certainement changer, ça va certainement s'affiner encore et se complexifier se complexifier encore plus. Donc, ces trois thèmes, donc les frontières à l'épreuve, qui sont mises à l'épreuve, l'identité professionnelle qui est mise à mal, l'impact traumatique et les résurgences d'expériences traumatiques qu'on a pu observer chez les participants à partir donc de ce qu'il raconte dans l'entretien, on reste le plus fidèle possible euh, au sens que eux-mêmes mettent sur leur expérience. Donc, on évite autant que possible d'être dans un mouvement d'interprétation à un premier niveau, en tout cas. On arrivera à un certain niveau d'interprétation clinique psychanalytique dans un deuxième temps. Et par rapport à l'approche méthodologique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au moment où on commence ces interprétations, on va soumettre les interprétations aux participants. Alors, peut-être pas aux 40 participants, mais on prendra un échantillon à qui on va envoyer nos résultats pour qu'ils nous disent s'ils sont d'accord ou pas. Et donc, ça, c'est une forme de validation des résultats qui est très importante puisqu'elle s'appuie sur le retour des participants qui sont là, dans cette recherche, il s'agit de psychologues, mais on aurait pu travailler sur une autre thématique et on considère toujours, en tout cas cette approche considère que ce sont les participants qui sont les experts du phénomène qu'on veut étudier. Donc, ça doit forcément passer par leur validation. Hein. Donc, s'ils valident les résultats, c'est qu'on est sur la bonne voie. Sinon, c'est qu'il y a des choses à revoir. Alors, par rapport au premier thème, donc les frontières à l'épreuve, euh, ce thème se décline en différentes ou sur différentes dimensions. Notamment, il y a la question de l'intrusion du danger extérieur vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir dans le verbatim, les deux verbatim que j'ai mis ici, que Romy a mis ici. Et donc, on entend l'expérience que l'extérieur est perçu comme dangereux. Il y a le virus, il y a les autres, il y a la situation sociopolitique, il y a l'explosion. Et cet extérieur pouvait à tout moment faire effraction dans le cadre, comme si les frontières dedans-dehors devenaient poreuses. Bah, comme on peut, encore une fois, le voir clairement dans les verbatims. Donc, je traduis peut-être la deuxième pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Donc, tout ce qui est à l'extérieur est devenu une menace. Et il y avait la question de à quel moment on peut sortir à l'extérieur et à quel moment on doit euh, entrer à l'intérieur. Donc là, je traduis les propos de S8. Une deuxième dimension qui apparaît, c'est la collusion entre la sphère familiale et la sphère professionnelle. Donc, le fait de devoir travailler en ligne pour certains psychothérapeutes signifiait de devoir travailler donc de chez soi, d'où la difficulté de faire la part entre la sphère familiale et la sphère professionnelle. Et l'intrusion était ressentie tant du côté du patient que du côté du thérapeute. Donc, on peut là aussi, en écoutant donc les propos, par exemple, de S16, qui dit que c'était très nouveau, que c'était complètement intrusif, parce que si on ne voit pas grand-chose de ton environnement, tu es quand même chez toi avec tes objets familiers. Donc, ça, c'est quand même, ça a un côté un peu intrusif. Hmm.
Pareil dans le second verbatim, où le thérapeute exprime également ce sentiment d'intrusion, de son intrusion dans l'espace intime des patients, mais aussi l'intrusion du patient dans son espace intime. Ensuite, la troisième dimension de ce premier thème, c'est la résonance entre les vécus des thérapeutes et des patients. Donc, euh, les participants et les patients vivent dans une même réalité. Il y a un vécu en résonance qui venait annuler la symétrie propre à la symétrie, donc propre à la relation thérapeutique. On va voir quelles sont les répercussions finalement de ce sentiment de symétrie, de rapport, de résonance entre le thérapeute et le patient. Donc, euh, voilà, donc S18 qui dit, moi j'étais comme un hypersensible au traumatisme de mes patients, vraiment, tu sais, comme un diapason, moi-même j'étais à fond dans le trauma, dans mes traumas. Donc, c'est cette mise à l'épreuve des frontières entre l'intérieur et l'extérieur met à mal l'identité professionnelle. Et donc là, on arrive à la question donc de la mise à mal de l'identité professionnelle qui se manifeste d'abord au niveau de la capacité d'écoute et de contenance qui est submergée, selon ce que apportent les participants. Euh, donc, voilà, pareil avec S21 qui exprime clairement que elle ne se sentait plus capable d'être disponible pour ses patients. Et puis, quelqu'un, donc S9, qui dit que elle avait tellement peur qu'elle n'arrivait plus à entendre le contenu fantasmatique. Donc, elle était un peu dans un collage avec le niveau manifeste du discours et puis l'angoisse qu'il apprenait elle-même. Hein. Donc, il y a l'écoute et la disponibilité qui sont court-circuitées. Il y a aussi le vécu d'un cadre qui échappe à la maîtrise du psychothérapeute. Le cadre, dans sa dimension matérielle, est transformé dans le passage au télétravail. Certains patients ont du mal à trouver un lieu calme pour faire les séances, d'autres ne se sentent pas en sécurité et craignent une brèche dans la confidentialité. Donc, comme vous pouvez le lire, S3 qui dit déjà que le virus détruisait de l'intérieur, et là, il y a quelque chose qui détruit aussi l'extérieur, donc le cadre. L'espace qui assurait une certaine continuité n'était plus là chez moi au moins. Il fallait faire avec ce qui restait encore, ce qui existait encore. Alors là, peut-être que c'est important de préciser que là, il me semble que c'est une ou un participant du Liban. Hein, il y avait une première attaque du cadre au niveau euh, des perturbations sécuritaires en 2019, puis ensuite, et l'inflation, bien sûr. Et ensuite, il y a eu le Covid et il y a eu donc l'explosion. Et pour certains thérapeutes, le cadre a vraiment explosé. C'est-à-dire que leur cabinet a été complètement détruit par l'explosion. Toujours dans la difficulté au niveau du cadre, il y a euh, les thérapeutes rapportent qu'ils ont eu le sentiment que ça venait faciliter euh, une forme de manipulation du cadre par les patients et aussi il y a un sentiment de dette qui s'est rajouté suite aux aménagements qui ont été faits par rapport au paiement des séances. Là, c'est en rapport avec la question de l'inflation, surtout au Liban. L'inflation, mais aussi le fait de ne pas pouvoir accéder euh,
au paiement, enfin de ne pas pouvoir faire le paiement habituel ou à la fin d'une séance, on va payer le thérapeute. Même ici, je pense que ça, c'est des choses que beaucoup ont, ont confronté. Donc, on a fini par devoir donner aux patients un RIB pour qu'ils transfèrent le paiement de la séance, etc. Et donc, par rapport au Liban, en tout cas, c'est devenu un enjeu compliqué dans la relation thérapeutique parce que un patient pouvait réellement ne pas avoir les moyens de payer une séance à cause de l'inflation qui est passée. Donc, la livre libanaise, on est passé de, je ne sais pas comment le dire dans des termes économiques, mais je vous donne un exemple pratique, c'est que euh, 1 dollar valait 1500 livres libanaises. Maintenant, 1 dollar vaut 40 000 livres libanaises. Ou comme si, par exemple, aujourd'hui, la baguette, elle est à 1,20 € et on discute là en ce moment si ça va augmenter la baguette à 1,80 €. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais imaginez que la baguette du jour au lendemain coûte 9 euros. C'est un peu dans cette... Oui, c'est du 80% ou 90% d'inflation. Donc, vous pouvez imaginer l'impact de ça sur la possibilité d'être en thérapie pour les patients, mais aussi la possibilité de survie pour les psychologues. Donc, il y avait aussi beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Les participants évoquent aussi des pertes conséquentes au passage au télétravail. Donc, pardon, là, il y a des illustrations concernant la question financière. Hein. Euh, je vous laisse lire, hein, je vous donne un peu le temps de lire les verbatims. Donc, il y avait beaucoup de pertes conséquentes au passage au télétravail qui a été clairement précisé, enfin, en tout cas évoqué par les participants. Par exemple, ce qui manquait beaucoup, là je lis donc le verbatim de S17, ce qui manquait beaucoup aussi surtout pour eux, c'était tout le temps entre sortir de la maison, prendre le bus, le métro, la moto ou venir à pied. Tout ce temps où on se prépare à la séance, l'avant-séance, toutes ces espèces d'interstices entre la maison et le cabinet sont des espaces d'élaboration de rêves, de fantasmes qui manquaient. Donc ça, c'est ce qui a pu être perdu dans le passage au télétravail. Il y a également la question que vous avez sûrement entendu beaucoup dans les discussions qui se passaient pendant cette période-là, sur tout ce qui est rencontres Zoom, etc., sur la question du corps du patient et le corps du thérapeute en séance et la place de ce corps-là en séance. Donc là, il fallait faire sans ce corps-là, mais aussi il fallait faire sans les théories quelque part autour, les théories qu'on a toujours connues et sur lesquelles on s'est beaucoup appuyé et qu'on a beaucoup défendu finalement. Et donc, l'ébranlement du cadre génère une forte insécurité en lien avec les modifications qui sont observées aussi dans l'approche, c'est-à-dire les participants, qu'ils soient psychanalystes, qu'ils soient des thérapeutes pratiquant le MDR ou l'hypnose ou la DCC, etc., se sentaient dans l'obligation de modifier leurs approches et d'être dans une approche de soutien plutôt que dans la psychothérapie. Donc, comme on le voit avec S8, qui disait qu'elle se sentait plus dans une position de guidance et de soutien. Un autre, S9, qui dit qu'il sentait qu'il commençait à faire des interprétations dans l'urgence, hein, et à être dans, 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 dans un sentiment de devoir agir dans la réalité ou dans l'immédiat sur dans une conflictualité que traverse le patient. On en arrive donc au troisième thème qui est l'impact traumatique et les résurgences traumatiques qui semblent quand même, euh, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce thème-là quand on pense à la fragilisation des frontières dedans-dehors, quand on pense à l'insécurité des psychothérapeutes à mener à bien leur suivi, on sent qu'il va y avoir quelque chose autour de l'impact traumatique et les résurgences traumatiques qui vont apparaître. Comme on le voit donc dans les propos des participants, ils évoquent la question de la sidération et du gel, comme avec S18 qui dit
euh, 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 il y avait un côté très paralysant, hein, que la thérapeute voyait dans les rêves que les gens vivaient, traversaient aussi quelque chose de cette sidération-là. En plus de la sidération, on entend dans les entretiens les résurgences d'images de guerre et d'expériences traumatiques, soit enfin, des résurgences de vécus de guerre qui ont été vécus directement dans les pays où il y a eu une guerre, il y a eu des guerres contemporaines récentes, ou bien de renvoi à des vécus traumatiques, voire de guerre, sur le plan transgénérationnel pour les personnes qui, elles, n'ont pas été directement confrontées à la guerre. Mais en tout cas, par rapport à ces résurgences d'expériences traumatiques, on entend par exemple chez euh, la participante S18, je ne sais plus si je l'avais mis ici. Oui, elle est là, vous voyez. Donc, elle c'est une thérapeute qui travaille en France et ce qu'elle a vécu comme expérience potentiellement traumatique, c'est les attentats. Et donc, voilà, on dit après là, ce qui me vient, c'est peut-être l'histoire du trauma. C'est l'idée de l'accumulation du trauma parce que je ne sais pas. Là, je suis à Nice. On a quand même eu des attentats en 2016. On y était. Donc, voilà, le truc du déni, du clivage, c'est très frappant parce qu'on entendait les coups de feu et pendant 3 mois, je n'ai pas fait le lien dans ma tête que j'avais entendu des coups de feu. Donc, on voit à quel point, là, pour le coup, vraiment, c'est le contexte Covid qui renvoie à cet attentat de 2016. Ensuite, comme je viens de vous le dire, il y a l'émergence d'images relatives à des expériences transgénérationnelles. Donc, S18 qui parle qui pensait à ce qu'ont pu vivre ses ancêtres, notamment tout ce qui relève des privations alimentaires. Ou encore S19 dont les parents ont vécu la guerre d'Algérie. Donc, euh, dans ce contexte de crise, donc là on arrive à la discussion et à la conclusion. Je vais juste tracer quelques lignes de discussion que ça serait intéressant de la prolonger avec vous. Donc dans un contexte de crise, dans le milieu extérieur, nous vivons collectivement des transformations politiques, économiques et sociales qui ont un impact sur nos subjectivités. Alors cette intrication de l'intime et du collectif peut trouver une résonance pardon, dans la rencontre avec les patients. Dans le cas de pays comme le Liban, la crise sanitaire est venue se greffer sur un effondrement social, économique et politique déjà en cours. Puis a eu lieu l'explosion du 4 août 2020, dont les répercussions violentes et massives ont ébranlé un contexte sécuritaire qui était déjà fortement fragilisé. Alors, quelle asymétrie reste-t-il entre le patient et l'analyste, tous les deux plongés dans un monde hors fantasme? Et là, je reprends donc le monde hors fantasme qui a été donc formulé par Ohana en 2017 concernant les attentats. Donc, telles sont les interrogations posées par les thérapeutes qui ont accueilli des patients à la suite des attentats à Paris et à Saint-Denis en 2015, soulignant une fragilisation des cadres et des frontières entre patients et thérapeutes lorsque la violence attaque l'enveloppe sociétale. Il y a Puget et Vander qui ont déjà élaboré sur la question déjà en 82 en proposant le terme des mondes superposés pour caractériser des situations dans lesquelles il existerait un risque de distorsion et de transformation dans l'écoute et la fonction analytique lorsque des faits traumatiques se retrouvent dans le matériel de la séance. Donc, dans les pays où nous notons la présence préalable de conflits, la convergence entre les enjeux de la santé mondiale et les situations politiques viendrait exacerber des crises existantes et laisserait la population en proie à elle-même et ses angoisses sans tiers régulateur, ce qui a quand même un rôle particulièrement effractant, hein. L'absence de ce tiers régulateur. Si on pense aux attentats en France, ce sont des événements qui ont été
à des degrés divers, mais fortement inquiétants, angoissants, parfois traumatiques pour certains patients. Mais il y avait quand même euh, la présence de l'État, même si cette présence a été prouvée défaillante, puisqu'il y a pu y avoir les attentats. N'empêche que, et ça, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, moi j'ai eu cette réflexion et puis ça m'a fait marrer d'avoir la réflexion. Après les attentats, quand j'entendais le bruit des hélicoptères et qui indique à une période où la police recherchait les terroristes qui s'étaient cachés je ne sais plus où. Et je me rappelle que je m'étais fait la réflexion de, mais ils sont sérieux, ils vont les trouver là? Parce que moi, j'ai l'habitude d'un pays où il y a plein d'attentats et que personne ne peut rien faire. On le subit, c'est tout. Il n'y a pas ce tiers régulateur pour justement venir chercher la loi et essayer autant que possible de la mettre en place pour organiser à peu près une possibilité de faire sens finalement de cette expérience-là, ce qui n'est pas le cas en France. Et heureusement, ce tiers régulateur est là. Par contre, dans des pays comme au Cambodge, on peut se poser cette question-là. Moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée en Haïti, quand, dans cette crise immense de post-séisme et de séisme et de choléra, et en l'absence totale, finalement, d'un gouvernement qui permet de protéger la population du débarquement massif des ONG et qui pouvait aussi assurer quelque chose à signifier une certaine autorité aux ONG et qui ne sont pas dans la toute-puissance finalement. Hein. Quel serait donc l'impact de la réalité politique et sociétale sur les thérapeutes et sur leur manière de composer avec leur cadre pour continuer à suivre leurs patients? Par ailleurs, les thérapeutes sont exposés à des choses ou des objets relevant de la réalité de l'événement traumatique des patients. Et dans la recherche que j'ai pu conduire en 2016 avec l'équipe Amsterdam sur la transmission du trauma et plus spécifiquement sur la spécificité du contre-transfert dans la clinique du trauma selon les différents contextes, les résultats ont montré, les résultats sur le cadre et le métacadre de la rencontre analytique ou thérapeutique indiquent l'importante implication du métacadre dans les réactions contre-transférentielles dans la clinique du trauma, que je vous ai dit au début de cette présentation. Donc, les aménagements, les remaniements des dispositifs de travail, le passage par exemple au télétravail, questionnent la notion de la permanence du cadre dans sa dimension matérielle, mais aussi dans sa dimension internalisée. Les fonctions de protection et de holding du principal du cadre dont les thérapeutes se portent garants sont fortement mises à l'épreuve. Le changement du cadre sous Covid et d'autres crises semble se faire sous l'effet d'une contrainte créatrice destinée à apaiser le poids des contraintes externes et internes et à les transformer d'une manière acceptable pour éviter les risques de déstabilisation identitaire et psychologique. Donc, l'acte de transformation du cadre, qui consiste à changer les codes de l'écoute et de l'accueil, a probablement aussi une fonction narcissique protectrice. Pour éviter la souffrance de la confrontation à une place de thérapeute devenue déficitaire dans son rôle de parer à l'excitation, le thérapeute doit développer une technique de vie, comme l'a proposé Freud en 1930, transformant la réalité de sa relation au monde pour éviter les menaces provenant des remaniements identitaires et relationnels en cours. Le thérapeute, que la réalité extérieure attaque dans son identité professionnelle, euh, son outil et sa pratique, va réagir à cet ébranlement. Sa technique de vie consiste à faire passer en priorité l'objectif d'évitement de la souffrance, être heureux et surtout dans la possibilité d'exercer son travail malgré tout. C'est avant tout ne pas souffrir d'impuissance face à une réalité castratrice. Les participants ont fait preuve donc de très grande créativité en aménageant leur cadre pour assurer la continuité des suivis de leurs patients et même
pour prendre de nouveaux patients en télétravail. La plupart des participants expriment un soulagement d'avoir pu continuer à travailler. Pour certains, la continuité est même qualifiée de salvatrice. Comme par exemple, si on lit S3, qui dit l'explosion, c'était le 4 août. Je ne sais pas si vous avez eu une idée de l'explosion du 4 août 2020. Donc, c'était une des, je ne sais plus, on avait dit que c'était la troisième ou la quatrième explosion non nucléaire la plus importante dans l'histoire ou un truc comme ça. C'était vraiment assez catastrophique. Donc, l'explosion, c'était le 4 août. Et je repris le 7 août, sans fenêtre et sans rideau. Mais je voulais reprendre quand même pour montrer aux patients et à moi-même avant tout que c'est encore là, que ça continue. S18, qui dit donc une belle créativité. Et on parle de tout ce qu'on a créé avec les enfants et justement comment faire, comment suivre, comment faire que cet outil de viso soit une ère créative possible plutôt que quelque chose de fétichiste. Donc, d'autres participants ont parlé du recours au sport, à des activités de tout genre, à des groupes d'écriture, aux webinars, qui montrent l'importance du self-care. Il y a d'ailleurs une des étudiantes qui ont travaillé sur cette recherche, une étudiante libanaise, qui, elle a travaillé essentiellement sur cette notion de self-care qui est sortie beaucoup dans les entretiens. Euh, et qui est une dimension qui est ressortie également dans ma recherche sur les réactions contre-transférentielles, essentiellement dans les terrains humanitaires, hein, puisque justement, il y a tellement peu de ressources familières pour le thérapeute que le seul recours, ou le recours le plus, ouais, le plus accessible et le plus safe, c'est tout ce qui c'est s'occuper de son corps, hein. Le corps prend une place particulièrement importante dans ces contextes-là. Et donc, ces activités de self-care sont importantes pour les... Ah, c'est bon? Ah, OK. Pour les psychothérapeutes, donc pour pouvoir se ressourcer, mais aussi continuer à assurer une contenance à leurs patients. Bah, je pense que, voilà, donc cette recherche met en lumière la capacité de contenance et d'écoute des thérapeutes dans un contexte traumatique. On voit aussi comment la dimension externe du contexte peut miner la dimension interne du cadre et donc menaçant la capacité des thérapeutes à fournir une thérapie dans des moments où les patients sont dans une très grande détresse, mais on voit aussi comment finalement ce contexte de contrainte peut amener à une forme de créativité. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.